tous, merci de vous être joints à ce webinaire qui va contenir deux discussions sur la tarification du carbone. Une première sur les ajustements à la frontière pour le carbone au Canada et une deuxième présentation sur l'effet de la surallocation dans le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission Californie-Québec. Donc, deux sujets fort intéressants pour ceux qui s'intéressent à la tarification du carbone qui est essentielle à la lutte contre les changements climatiques. Mon nom est Pierre-Olivier Pinault. Je vais modérer ce webinaire. Nous avons la chance d'avoir comme premier conférencier Paul Huynh, économiste principal de politique tarifaire et commerciale au ministère des Finances du Canada. C'est lui qui va, pendant les 20-25 premières minutes, nous présenter la situation ou les discussions qu'il y a actuellement sur les ajustements à la frontière pour le carbone au Canada. Et par la suite, Noémie Martin, qui est économiste et chercheuse pour le Cyrano et la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, va nous présenter notre papier conjoint que nous avons fait sur la surallocation dans le marché du carbone. Je vous invite pendant la conférence à poser des questions dans le module questions et réponses de Zoom. Si vous voulez aller dans le chat et discuter, vous pouvez, mais je ne vais pas prendre les questions dans le chat. Non, vous pouvez écrire des questions, nous n'y répondrons pas dans le chat, mais nous prendrons les questions de la section questions et réponses de Zoom. Donc, c'est dans questions et réponses de Zoom que vous devez poser vos questions par écrit et nous allons prendre les questions après les deux présentations. Donc, Monsieur Huynh, je vous laisse la parole et je m'éclipse. Je reviendrai un peu tout à l'heure pour la transition de vous à Noémie. Merci beaucoup. Bon webinaire. Merci Pierre-Olivier. Alors, je me présente, Paul Huynh au ministère des Finances du Canada. Je vais présenter aujourd'hui sur les ajustements à la frontière pour le carbone. Le ministère des Finances est le département qui mène le dossier parce qu'ultimement, si cette mesure est mise en œuvre, ça va impliquer des mesures de politique tarifaire. Et alors, c'est pour ça que le ministère des Finances est impliqué. Je vais arrêter mon vidéo. Je vais partager mon écran. Alors, veuillez patienter un peu. Et est-ce que je peux avoir une confirmation? Oui, c'est parfait. On voit parfaitement votre écran, Paul. D'accord. OK, merci. Alors, je vais parler des ajustements à la frontière pour le carbone. Je vais utiliser l'acronyme AFC. C'est plus simple. Et je vais le parler dans le contexte canadien et le travail que le gouvernement du Canada fait pour se pencher sur la question. Mais avant qu'on parle de AFC, il faut parler de tarification de la pollution pour le carbone, car les AFC ajustent contre quelque chose. Et dans ce cas-ci, c'est la tarification de la pollution par le carbone. Alors, en 2016, le gouvernement canadien a adopté le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Et un des piliers de mesures visant à réduire les émissions était la tarification de la carbone. S'en est suivi ensuite le projet de loi où, en juin 2018, ça a été adopté, la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, qui comporte le système fédéral. Et alors, en anglais, c'est le backstop, le filet de sécurité en français. Et je crois que le public est au courant de ça, mais pour résumer rapidement, il y a deux volets. Le premier volet est une redevance sur les combustibles fossiles. Et le deuxième volet, pour les industries à forte intensité et exposées aux échanges commerciaux, elles ne sont pas soumises aux redevances sur les combustibles fossiles, mais plutôt au système de tarification fondé sur le rendement. Alors, très rapidement, des standards sont établis et toutes les émissions, en fonction de la production qui dépassent les standards, vont alors être assujetties à des coûts de carbone. Le signal du prix du carbone est maintenu, mais seulement une portion des émissions est assujettie à la tarification. Et tout cela est une mesure pour justement mitiger les risques de fuite de carbone qu'on va discuter plus tard.
En 2019, la tarification telle que décrite a été alors entrée en vigueur à travers le Canada. Et sous le système canadien, les provinces et les territoires disposent d'une souplesse pour mettre en œuvre leur propre système, à condition qu'elles rencontrent le modèle fédéral. Et en 2020, le gouvernement a alors sorti le plan renforcé pour le climat, un environnement sain et une économie saine. Et dans ce plan, on a réitéré la tarification du carbone comme un pilier de mesures pour réduire les émissions. Et on a annoncé une hausse du prix du carbone commençant après 2023, alors 50 aujourd'hui, une hausse de 15 annuellement pour atteindre 170 par tonne de CO2 équivalent en 2030. Paul, je Et me alors, permets simplement de je vous... vous décrivais Paul, juste... est-ce que vous pouvez simplement appuyer Oui, sur le petit bouton? Là, il y a un petit écran qui cache une boîte qui cache une partie de votre écran. Si vous appuyez sur ah oui, Hide, ça pourrait aider. Voilà, merci. oui, Merci beaucoup. OK, désolé pour ça. Euh, alors, je parlais de la souplesse du système fédéral qui donne une flexibilité aux provinces, si elles veulent, d'adopter leur propre système. Et alors, cette carte montre simplement une certaine diversité de systèmes de tarification à travers le Canada. Il y a une taxe sur le carbone dans certaines juridictions, un système de plafonnement et d'échange dans d'autres. Le filet de sécurité fédéral dont j'expliquais qui s'applique en totalité ou en partie dans certaines provinces. Et on va revenir là-dessus, pourquoi cette diversité de systèmes au Canada peut causer certaines, je dirais pas difficultés, mais certains défis, à savoir quand mettre en œuvre les AFC. Alors, rapidement, que sont les fuites de carbone? Très clairement, quand il y a une disparité entre les politiques en matière de changement climatique, entre les juridictions, et parlons spécifiquement de tarification. Alors, comparons deux juridictions, une, disons le Canada, qui a une tarification, et une autre où il n'y a pas de tarification. Les producteurs, alors, ne sont pas soumis aux mêmes termes, aux mêmes conditions de compétitivité. Il se peut alors, toutes choses étant égales par ailleurs, que produire dans la juridiction étrangère euh, va engendrer moins de coûts. Et alors, à court terme, les biens étrangers peuvent, par exemple, remplacer les biens canadiens sur le marché canadien. Les biens canadiens sont moins compétitifs sur le marché étranger. Et alors, ça, c'est une fuite de carbone au niveau de la production. Et à plus long terme, les entreprises peuvent voir à se déplacer ou à investir ailleurs pour rechercher justement ces conditions de coût inférieures. Et alors, les ajustements à la frontière pour le carbone entrent en jeu alors pour ajuster au niveau des différences de coûts de carbone. Elle peut prendre deux formes. Premièrement, des droits à l'importation. Alors, j'expliquais, ça, c'est pour égaliser les coûts de carbone d'un bien importé vis-à-vis un bien canadien sur le marché canadien. Et à l'inverse, une remise à l'exportation, c'est-à-dire on remet des coûts de carbone aux producteurs, alors on soustrait ça de leurs coûts pour qu'ils soient compétitifs à l'étranger vis-à-vis des biens étrangers, soit des biens du marché en question ou des biens de d'autres pays. Alors, les objectifs des AFC, il y en a quatre et elles sont interreliées. Premièrement, réduire le risque de fuite de carbone, comme j'expliquais, en égalisant le tout, les termes de compétition sur le marché domestique ou à l'étranger sont égaux et alors il n'y a pas d'incitatif pour faire de la substitution au niveau des produits ou pour le déplacement des investissements vers l'étranger. Ça, c'est le pendant environnemental des objectifs des AFC. Le pendant économique, c'est le deuxième objectif, qui est de maintenir la compétitivité des producteurs nationaux. Alors ça, c'est le volet économique. Troisièmement, les AFC peuvent appuyer une ambition nationale accrue pour lutter contre les changements climatiques. Je parlais du système de tarification fondé sur le rendement, qui est déjà une mesure en place pour adresser les risques de fuite de carbone. Cependant, ça ne mène pas à une tarification complète des émissions.
Et alors, si on remplace cela, ou on remplace, par exemple, les allocations à titre gratuit de droits d'émission sous les systèmes de plafonnement et d'échange, et il y a alors un signal du prix du carbone qui s'applique sur une plus grande gamme d'émissions. Et à cela, pour ceux qui ont suivi la question, c'est ce qui se passe avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est proposé en Europe. C'est proposé de remplacer les allocations à titre gratuit avec le MACF pour justement adresser les fuites de carbone. Et ce faisant, le prix du carbone s'applique à une plus grande gamme d'émissions. Finalement, quand on applique des AFC, ça s'adonne à transférer la tarification du carbone. Pour la production à l'étranger, on impose alors cette tarification au Canada. Et alors, si des pays ne veulent pas que leurs producteurs soient assujettis à des AFC, s'ils adoptent une tarification du carbone équivalente au Canada, il n'y aura pas d'ajustement. Et si assez de pays se mettent ensemble pour adopter des AFC, mais ça va hausser le niveau d'ambition des pays à l'étranger. Une chronologie rapide. Alors, c'est en novembre 2020 que le gouvernement du Canada a premièrement annoncé qu'on explorait les AFC comme outil. Ça a été de pair avec l'annonce en décembre 2020 de la trajectoire croissante du prix du carbone. Alors, rapidement, comme je mentionnais, il y a déjà des mesures en place pour adresser les fuites de carbone. Cependant, on reconnaît que le simple fait que le prix du carbone augmente crée de nouveaux risques. En février 2021, dans une rencontre entre le premier ministre et le président des États-Unis, on s'est entendu avec les États-Unis pour contrer les pratiques déloyales de pays qui ne luttent pas contre les changements climatiques de manière rigoureuse. Les AFC peuvent être un outil à ce titre. Lors du budget de 2021, on a alors annoncé la tenue de consultations sur les AFC. S'en est suivi ensuite en août 2021 d'un document d'information qui est publié sur le site web du ministère des Finances qui étale les considérations pertinentes et les questions, les enjeux pertinents aux AFC et ce document visait à appuyer les consultations. Ensuite, en décembre 2021, dans la lettre de mandat de la vice-première ministre et ministre des Finances, on lui a mandaté d'envisager d'appliquer des AFC sur des importations à forte intensité d'émissions. Et on a nommé notamment l'acier, le ciment et l'aluminium. Et finalement, en janvier 2022, on a complété nos consultations avec les parties prenantes et je vais revenir là-dessus rapidement sur les points de vue qui ont été exprimés lors de ces consultations. On regarde le profil des secteurs FIEEC, alors à forte intensité en émissions et exposés aux échanges commerciaux. Ce graphique vise simplement à illustrer que tout dépendamment des secteurs, la barre en bleu et les exportations, la barre en gris, les importations, les secteurs ont des profils différents et certains sont exposés aux fuites du carbone plus à titre d'importation. On pense par exemple au pétrole et gaz et au secteur d'extraction minière, ou d'autres seront plus assujettis à des risques de fuite de carbone d'un point de vue de l'importation. Alors, ceci ne vise qu'à illustrer que les droits à l'importation et les remises à l'exportation sont des considérations différentes quand on parle de différents secteurs. Je suis rapidement, le tableau ici vise simplement à indiquer, tel que souligné en jaune, comme vous le savez tous, nos échanges commerciaux sont fortement concentrés avec les États-Unis. Alors, à peu près plus que 75% des biens de ces secteurs FIEEC qu'on exporte va vers les États-Unis et presque 60% de nos importations des biens dans ces secteurs-là proviennent des États-Unis. Et alors, quand on parle d'AFC, évidemment, ça va s'appliquer à tous les échanges commerciaux de biens avec le Canada, mais principalement aux États-Unis. Le tableau ne vise qu'à illustrer cela. Alors, on va aller dans le cœur de la présentation maintenant, après que j'ai pu établir le contexte. Il y a 8
éléments différents à considérer lors de l'élaboration des AFC. Comme je disais précédemment, le gouvernement est en train d'analyser cela. Alors, je ne pourrais pas tout à fait vous informer de quelle est la position du gouvernement du Canada, mais je vais plutôt illustrer quelles sont les questions que nous sommes en train de regarder en ce moment et les considérations que nous prenons en compte. La première étant l'interaction avec les mesures internes, alors la tarification de la pollution par le carbone. Une question clé, c'est est-ce que les AFC vont remplacer ou complémenter les mesures existantes? J'ai donné l'exemple de l'Europe où ils ont fait le choix de proposer un mécanisme qui va remplacer les mesures existantes. C'est une considération pertinente pour le Canada. Est-ce qu'on vise à remplacer ou à complémenter? Si on remplace, évidemment, les ajustements seront plus significatifs, tandis que si on complète les mesures existantes, on ne va imposer les AFC de manière marginale. Alors, comme je disais, si le STFR s'applique simplement sur les émissions qui sont assujetties à un coût de carbone. La présence de plusieurs systèmes de tarification cause en effet un défi important pour le Canada. L'ajustement va viser les biens importés au Canada. En matière de commerce international, un bien est importé au Canada. Il n'est pas importé dans une juridiction spécifique. Et alors, si on veut mettre en place des AFC, la question de créer des moyennes canadiennes sur le prix effectif du carbone devient pertinent. On compare cela à l'Europe, qui ont leur système d'échange de quotas d'émissions. Eux, ils ont simplement un système. Alors, leur mécanisme ajuste contre une mesure. Si le Canada décidait de faire ainsi, nous, on devrait ajuster contre plusieurs systèmes. De là, le besoin de créer des moyennes qui risquent de causer toutes sortes de questions en matière de est-ce que ça rencontre les obligations commerciales internationales. Finalement, je soulève la question de l'absence de tarification explicite. Alors, au Canada, on a une tarification explicite du carbone, mais par exemple, un pays comme les États-Unis, où il y a eu des propositions d'ajustement. En juillet dernier, le sénateur Chris Coons, le représentant Scott Peters ont déposé des projets de loi à cet effet. Aux États-Unis, ils regardent à ajuster contre des coûts implicites. Alors, les coûts liés à la réglementation visant à réduire les émissions. Il est beaucoup plus complexe de faire des AFC qui ajustent contre une tarification implicite qu'une tarification explicite. Le deuxième point ou d'élément à considérer, c'est la couverture des flux commerciaux. Alors, comme je disais auparavant, il y a les droits à l'importation. Alors, cette question se pose pas nécessairement. C'est un aspect fondamental des AFC. Tout AFC aura un volet de droit à l'importation. C'est plutôt la question à savoir si des rabais à l'exportation seront octroyés. Et là-dessus, il y a plusieurs considérations à prendre en compte. Premièrement, un rabais à l'exportation peut miner l'efficacité de la tarification. Je donne un exemple très simple. Prenons par exemple une entreprise qui ne fait que exporter. Si on s'avérait à donner un rabais complet des coûts de carbone, cette entreprise n'aura plus d'incitatif à réduire ses émissions. Alors, on s'avère à miner l'efficacité de la tarification. Les rabais à l'exportation créent des enjeux d'obligations en matière commerciale, à savoir si ça constitue des subventions qui sont prohibées en vertu des règles de l'OMC. Et finalement, un rabais à l'exportation peut être contre-productif. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'Europe, si elle applique son mécanisme, elle va créditer le prix du carbone payé dans le pays de production. Et alors, si on s'avérait à donner un rabais, l'Europe va simplement imposer plus d'ajustements. Il n'y aura pas de crédit. Et alors, si les exportations du Canada vont vers des juridictions qui eux-mêmes ont des AFC, un rabais serait contre-productif dans ce contexte-là. Le troisième élément, c'est la portée géographique.
est-ce qu'on donne des exemptions pour des pays avec des politiques adéquates contre les changements climatiques? Un exemple bien simple. Admettons qu'il y a le Canada, il y a un autre pays qui a des mesures exactement comme le Canada. Alors, même rigueur, même couverture d'émissions, même prix de carbone. Il n'y a pas lieu, théoriquement, alors, d'imposer des AFC parce qu'il n'y a pas de fuite, de risque de fuite de carbone dans ce contexte-là. Et alors, pour pousser l'exemple un peu plus, si un pays a des politiques adéquates, et il reste à savoir déterminer qu'en est-il, il n'y a pas lieu alors peut-être d'appliquer des AFC. Aussi, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut donner des exemptions pour les pays en développement? Sous le principe désolé, j'ai juste le terme en anglais, Common but Differentiated Responsibilities, sous la Convention cadre des Nations Unies. Les pays en voie de développement ont contribué historiquement à moins d'émissions et alors, est-ce qu'ils devraient avoir un traitement différencié à ce niveau? La quatrième question, c'est les choix de produits. Alors, j'ai mentionné la lettre de mandat de la ministre des Finances qui parlait à considérer appliquer des AFC sur l'acier, le ciment, l'aluminium. Ça, c'est les premiers candidats, les produits les plus évidents sur lesquels des AFC peuvent être appliqués. Mais jusqu'à où élargir l'éventail des produits assujettis aux AFC? Et ce faisant, est-ce qu'on va créer des risques de fuite de carbone pour des produits créés en aval dans les chaînes de valeur? Je vais donner un exemple très simple. Disons qu'on assujettit l'acier primaire aux AFC, mais pas l'acier transformé. Les produits transformés alors au Canada peuvent être en désavantage, car les exportateurs étrangers vont alors simplement viser à contourner les AFC au lieu d'exporter de l'acier primaire, ils vont exporter de l'acier transformé, par exemple un tube d'acier. Et alors, quand on fait le choix des produits à couvrir, jusqu'à où on va dans cette chaîne de valeur? Ensuite, il y a la question des portées du périmètre des émissions. Je crois que le public est peut-être au courant de ça, mais rapidement, il y a les émissions de scope 1, alors les émissions émises directement sur le lieu de production, les émissions de scope 2, les émissions associées à la production de l'électricité qui est consommée dans les entreprises. Et finalement, le scope 3, qui est toutes les autres émissions. Alors, les émissions associées aux intrants, la transportation et tout ça. Et alors, les AFC visent à couvrir quel périmètre d'émissions? Évidemment, c'est beaucoup plus simple de faire des AFC sur des émissions de scope 1 que d'aller au 2 et même avoir à inclure le scope 3. Et alors, c'est une question de balancer l'administrabilité de la mesure et son objectif environnemental. La sixième question, c'est la détermination des émissions contenues dans les biens. Et alors, comme vous savez tous, la tarification du carbone s'applique sur les activités de production. Cependant, quand il est question d'AFC, ça s'applique aux biens qui sont échangés. Et alors, il faut attribuer des émissions de production à des biens spécifiques. Il faut alors créer des méthodologies et déterminer des valeurs par défaut. Et c'est peut-être cette question où le plus gros du travail technique va se faire. Par exemple, l'Europe, en ce moment, regarde à faire cela. Et il y a alors toute la question de est-ce qu'on poursuit des méthodologies standardisées au niveau international? C'est des questions qui sont en discussion dans divers forums internationaux. La septième question, différente de l'exemption des pays, c'est est-ce qu'on crédite les coûts de carbone? Alors, ce n'est pas une exemption mur à mur, mais plutôt on prend en compte les coûts de carbone effectifs payés et on crédite ça pour évidemment éviter la double tarification. Ensuite, il y a la question de quel coût on devrait créditer. Évidemment, il y a les coûts reliés à la tarification explicite, mais est-ce qu'on crédite aussi des coûts liés à la réglementation? Et dans tout cela, il y a la considération de plus qu'on veut couvrir de coûts, plus que ça crée une lourdeur administrative.
Et finalement, il y a la question des revenus. Alors, quand on impose des droits à l'importation, ça génère des revenus pour le gouvernement. Euh, Est-ce que ça va être utilisé à des fins internes? Est-ce que ça va être utilisé pour financer la transition au niveau international vers le net zéro et tout? Ce sont des questions pertinentes. Alors, comme je vous ai dit, on a complété nos consultations avec les parties prenantes canadiennes et voici les faits saillants de ces consultations. Évidemment, il y a un intérêt particulier pour certains secteurs à forte intensité d'émissions, l'acier, le ciment, les engrais. Ce serait parmi les produits, les candidats les plus évidents en matière d'AFC. Les entreprises nous ont aussi noté l'importance de la coordination avec les États-Unis, surtout au niveau d'éviter les barrières commerciales. Dans des chaînes de production où les biens peuvent traverser la frontière plusieurs fois lors d'un processus de fabrication, il y a un risque de double counting, si je peux le dire, de comptabilisation en double des émissions. Et alors, parce que plus qu'un produit est transformé, plus que la teneur de carbone qui est implicite dans le produit augmente, il faut alors départager cela. Et alors, une coordination avec les États-Unis pourrait, et je dis bien pourrait, éviter, par exemple, un AFC entre les échanges Canada-États-Unis et qui pourrait alors aider à éviter les barrières commerciales. J'ai soulevé la question des mesures existantes et de l'interaction avec ces mesures-là. Les entreprises, entre autres, sont quasiment unanimes. Ils veulent les AFC comme mesures complémentaires et non en remplacement des mesures actuelles parce que les mesures actuelles ont le bénéfice de limiter les coûts de carbone, ce que les AFC ne font pas. Les AFC ne font qu'égaliser les termes pour la compétitivité. Il y a aussi des inquiétudes pour les tensions commerciales possibles. Il y a plusieurs pays qui sont en désaccord, je dirais même en désaccord fondamental avec les AFC. Ils trouvent que ça va au-delà des obligations prises en vertu de la Convention cadre de l'accord de Paris et tout. Et si ça s'avérait que le Canada mette en œuvre des AFC, il pourrait prendre des mesures de représailles. Et ces mesures pourraient, et je dis bien pourraient, ne même pas aller par le processus de règlement des différends de l'OMC. On vit en ce moment dans un monde où les tensions commerciales sont réglées de manière qui peuvent aller au-delà du processus de règlement des différends. Il y a les inquiétudes face aux coûts et aux fardeaux administratifs. Évidemment, si on applique un droit à l'importation, un importateur canadien va payer ce droit-là. Par exemple, le secteur automobile dépend, entre autres, d'acier qui est importé. Et alors, il y a des inquiétudes que les AFC, surtout quand elles ne sont pas appliquées de manière cohérente avec leurs compétiteurs, par exemple aux États-Unis, va créer un désavantage pour les fabricants canadiens. Au-delà des AFC, les parties prenantes nous ont dit qu'ils ont besoin évidemment d'un soutien continu pour la décarbonisation des activités. Et finalement, jusqu'à date, les consultations ont été au niveau très conceptuel. Alors, les parties prenantes nous ont dit qu'ils veulent voir une mesure bien développée pour qu'ils puissent comprendre comment ça s'applique dans la pratique. Alors, c'est des choses à observer à l'avenir. Alors, pour conclure, comme je disais, le gouvernement du Canada n'a pas encore pris de décision sur les AFC. L'analyse continue. J'espère que j'ai soulevé les questions pertinentes aujourd'hui. Comme je disais, je n'ai pas pu donner quelle est la position du gouvernement sur ces questions. Et bien honnêtement, l'analyse continue. Alors, il y a des questions sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore développé de position. Les AFC est un outil parmi tant d'autres qui est discuté en ce moment au niveau international pour affronter les risques de fuite de carbone. Il y a un engagement bilatéral avec l'Union européenne et les États-Unis. Il y a des propositions au niveau international, par exemple avec le Fonds monétaire international, qui propose un prix plancher pour le carbone.
de telle sorte qu'il y a un level playing field entre les pays et il n'y aura alors pas lieu d'appliquer des AFC qui créent ces tensions commerciales. Et dernièrement, lors du G7, le 24 février, les dirigeants du G7 ont annoncé qu'ils voulaient étudier un club climatique international coopératif et les AFC appliqués par les membres du club peuvent être un élément de ce club climatique. Ceci termine ma présentation. Merci. Je vais arrêter mon écran. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Huynh. Il y a quelques questions qui ont été posées. On va attendre la fin de la deuxième présentation de Noémie Martin avant d'aller sur ces questions-là. Mais Monsieur Huynh, si vous voulez jeter un coup d'œil aux questions, vous pouvez, mais si vous vous sentez à l'aise même d'y répondre par écrit, vous pouvez le faire pendant que Noémie présente. Mais ceci dit, Noémie va être tellement intéressante que vous serez captivé par sa présentation. Donc, on passe à la deuxième partie de cette discussion qui est beaucoup plus centrée sur le marché du carbone Californie-Québec. Et Noémie, je te cède la parole. À tout à l'heure, je reviendrai pour la suite. Merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran. Je suis Noémie Martin, je suis économiste et chercheuse au Cyrano et à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour présenter une recherche qu'on a fait donc, conjointement avec Pierre-Olivier Pinault sur le marché du carbone entre la Californie et le Québec. Et donc, comme le suggère le titre de cette présentation, le marché il fonctionne de manière sous-optimale et il est en passe de faire manquer les objectifs climatiques donc aux deux régions. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est la Western Climate Initiative ou le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, donc le SPEDE? Concrètement, c'est un marché qui va limiter les émissions des entités couvertes. Donc, ce sont les entreprises qui sont assujetties au marché, c'est-à-dire qu'elles doivent rendre un droit d'émission pour chaque tonne de CO2 qu'elles vont émettre sur une période donnée. Et les gouvernements vont diminuer le nombre de droits d'émission qu'ils vont rendre disponibles aux entreprises pour limiter leurs émissions. Donc, les juridictions qui sont principalement soumises à ce marché, ce sont donc la Californie et le Québec. Il y a aussi la Nouvelle-Écosse, mais qui a son propre marché du carbone qui n'est pas lié à celui du Québec et de la Californie. Et enfin, on a l'Ontario qui s'est joint au marché en 2018, puis qui l'a quitté quelques mois plus tard. Donc, de manière générale, les objectifs de réduction d'émissions pour 2030, donc pour la Californie, c'est de réduire de 40% les émissions sous les niveaux de 1990. Et pour le Québec, c'est de réduire de 37,5% sous les niveaux de 1990. Et pour cela, les deux gouvernements, ils ont plusieurs outils à leur disposition. Et d'une part, le marché du carbone et d'autre part, des programmes de réduction et des politiques complémentaires qui viennent s'ajouter au marché du carbone. Et aujourd'hui, la préoccupation principale autour du marché du carbone, c'est la situation de surallocation qu'on observe. Donc, la surallocation, c'est quand l'offre de droits à polluer par le gouvernement est supérieure à la demande de droits d'émission qui est faite par les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trop de droits disponibles sur le marché et donc les émissions des entreprises ne sont pas concrètement contraintes. Donc, cette situation, elle peut ne pas être problématique si les émissions, elles sont déjà basses ou si on n'a pas besoin du marché du carbone pour limiter les émissions et atteindre les objectifs climatiques. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, les questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que cette situation de surallocation, elle va continuer jusqu'en 2030 ? Quelles peuvent en être les causes? Et surtout, est-ce qu'elle va empêcher les deux gouvernements d'atteindre les objectifs climatiques qui se sont fixés pour 2030? Donc, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement du marché pour la période de 2021 à 2030. Donc, d'abord, il faut savoir que le marché, il fonctionne par période de conformité. Donc, c'est des périodes de 2 à 3 ans, dans lesquelles chaque entité qui est soumise au marché doit rendre un nombre de droits d'émission équivalent à la quantité d'émissions qu'elle a émise au cours de la période de conformité. Donc, pour chaque période de conformité, les gouvernements vont fixer des budgets carbone, c'est-à-dire c'est le
la quantité d'émissions qu'elles vont théoriquement autoriser les entreprises à émettre au cours de la période de conformité. Et donc, elles vont créer un nombre équivalent d'unités d'émissions. Et une fois qu'elles ont créé ces unités d'émissions, elles vont pouvoir les distribuer aux entreprises de différentes manières. Donc, la première manière, c'est par les allocations gratuites. Donc, ces allocations gratuites, elles vont aller à ce qu'on appelle les grands émetteurs. Donc, c'est des entreprises qui font face à une concurrence internationale importante et ça va leur permettre de s'adapter. Et c'est surtout pour éviter les fuites de carbone, donc comme le rappelait Paul dans sa présentation. Ensuite, la deuxième manière qu'elles vont avoir de distribuer les unités d'émission, c'est via des enchères qu'elles vont tenir 4 fois par an. Et donc, pour ces enchères, les entreprises, elles ne vont pouvoir faire des offres qu'au-dessus d'un certain prix plancher qui va augmenter chaque année. Enfin, les gouvernements vont aussi mettre certaines unités d'émission dans ce qu'on appelle les comptes de réserve. Et donc, ces unités d'émission, elles vont être rendues disponibles quand le prix aux enchères va atteindre un certain niveau. Et donc, il y a 2 à 3 niveaux selon les périodes de conformité. Et enfin, quand le prix aux enchères va atteindre le prix plafond, alors le gouvernement de la Californie uniquement va tenir ce qu'on appelle une vente illimitée d'unités. Donc, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir se procurer des droits d'émission, un nombre illimité de droits d'émission, mais au prix plafond. Enfin, un autre élément qui est central dans le marché du carbone, c'est les crédits compensatoires. Donc, les crédits compensatoires, ils sont accordés aux entités qui ont qui ont réalisé des réductions d'émissions hors du marché du carbone, c'est-à-dire dans des secteurs ou des localisations qui ne sont pas soumis au marché du carbone. Et donc, les entités, une fois qu'elles ont acquis donc, des unités d'émission et des crédits carbone, tous ces droits d'émission, ils vont rentrer dans les comptes privés et les entités vont pouvoir échanger ces droits d'émission entre elles. Et ensuite, à la fin de chaque période de conformité, chaque entité doit remettre un nombre de droits d'émission équivalent à la quantité de tonnes de CO2 qu'elle a émises durant cette période de conformité. Et si elle a acquis plus de droits d'émission que ce qu'elle doit remettre pour conformité, alors elle peut garder ses droits d'émission pour des périodes de conformité futures. Donc, elle va faire ce qu'on appelle, elle va les banquer. Donc, si on regarde ce tableau rapidement, on voit pour chaque période de conformité les plafonds qui ont été fixés respectivement par la Californie et par le Québec, et donc le plafond juin qui en découle. Et la première chose qu'on remarque, c'est que ces plafonds, ils diminuent au cours des périodes de conformité et ils sont donc censés graduellement contraindre les émissions des entreprises pour atteindre les objectifs climatiques. Et la deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un bond dans les plafonds entre la première et la deuxième période de conformité, et c'est parce qu'il y a davantage de secteurs qui ont été assujettis au marché, donc surtout les distributeurs d'énergie. Donc maintenant, si on regarde ce graphique qui permet de visualiser un peu plus ce qui se passe sur le marché, donc d'abord, en noir au-dessus, on a les émissions totales de la Californie et du Québec. Donc, en ligne pleine, c'est ce qui a été historiquement observé, et en pointillé, c'est les estimations qui ont été faites si rien ne change, c'est-à-dire si les gouvernements ne mettent pas de politique publique supplémentaire en place pour réduire structurellement les émissions, et si donc les entreprises ne font pas d'efforts supplémentaires. Ensuite, on voit en pointillé gris, c'est la tendance que les émissions devraient suivre pour atteindre la cible de 2030. Ensuite, on voit en rouge, ce sont les plafonds qui sont fixés par les gouvernements. Donc là, on voit bien qu'ils diminuent au cours du temps pour atteindre la cible de 2030. Et enfin, en bleu, c'est ce qu'on appelle les émissions couvertes, c'est-à-dire la quantité d'émissions pour lesquelles un droit d'émission doit être rendu. Et donc, ce qu'on appelle la couverture d'émissions, c'est le rapport entre les émissions qui sont couvertes et les émissions totales. Et donc, on peut voir qu'il y a moins d'émissions couvertes que d'émissions totales. Donc maintenant, si on s'intéresse à ce qui s'est passé historiquement sur le marché, donc c'est-à-dire pendant les 3 périodes de conformité, de 2012 à 2020, d'abord, on va s'intéresser à l'équilibre de marché entre la fonction d'offre et la fonction de demande pour la première période de conformité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, on a un prix plancher aux enchères, c'est-à-dire qu'en dessous de ce prix plancher, les gouvernements ils ne mettent pas à disposition d'unités d'émission.
Ensuite, au-dessus de ce prix plancher, les gouvernements vont mettre à disposition donc, les allocations gratuites, des unités d'émission aux enchères, des crédits compensatoires et pour les périodes de conformité suivantes, on va aussi inclure donc, les unités d'émission qui ont été banquées, c'est-à-dire qui n'ont pas été remises pour conformité à la période précédente, mais qui sont toujours disponibles dans les comptes privés des entreprises. Et ensuite, quand le prix augmente, une fois qu'il atteint donc, les niveaux qui ont été fixés par les gouvernements, alors les gouvernements rendent disponibles les unités d'allocation qui étaient présentes dans les comptes de réserve. Et donc, pendant les 3 premières périodes de conformité, il n'y avait pas le système de prix plafond et de vente illimitée d'unités. Donc, le prix pouvait augmenter indéfiniment et il y avait un plafond réel sur les émissions. Donc, ce qui s'est passé concrètement pendant la première période de conformité, c'est que le prix moyen de vente aux enchères était au prix plancher, c'est-à-dire autour de 15 $ le droit d'émission ou 15 $ la tonne de CO2. Et il y a environ 300 millions de droits d'émission qui ont été remis pour conformité. Donc, à partir de ce point d'équilibre, on a pu estimer une fonction de demande donc, qui provient des entreprises. Et cette fonction de demande, elle représente le nombre de droits qui a été remis pour conformité. Et donc, ça représente les émissions des entreprises qui sont couvertes par le marché. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que cette fonction de demande, elle est assez plate, c'est-à-dire que les entreprises sont très dépendantes aux émissions et donc il va falloir qu'elles payent très cher leurs droits d'émission pour réduire leurs émissions. Et donc maintenant, si on regarde ce qui s'est passé donc pour la deuxième et troisième période de conformité, eh bien on voit qu'au niveau des équilibres de marché, on était au prix plancher et il y avait une différence significative entre l'offre et la demande. Donc là, on voit bien cette situation de surallocation dont je parlais au début, c'est-à-dire quand la demande est largement supérieure à l'offre. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui va se passer dans le futur sur le marché du carbone, c'est-à-dire entre 2021 et 2030, donc on a fait plusieurs scénarios. Et le premier scénario qu'on a regardé, c'est un scénario de référence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait sur le marché si rien ne changeait, c'est-à-dire au niveau de la demande, s'il n'y avait pas de politique supplémentaire qui était mise en place pour réduire les émissions de manière structurelle, et si au niveau de l'offre, il n'y avait pas de changement particulier sur le fonctionnement du marché. Et bien, ce qu'on remarque, c'est que la situation de surallocation qui était présente pendant les premières périodes de conformité, elle va continuer jusqu'à la dernière période de conformité, puisqu'on voit pour la 6e période de conformité en vert ici, qu'il y a toujours des droits d'émission, des unités d'émission en l'occurrence, qui sont présentes dans les comptes de réserve des entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des droits d'émission qui sont disponibles sur le marché. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les prix d'équilibre, donc ils vont rester au prix plancher pour les 4e et 5e périodes de conformité ici. Et pour la 6e période de conformité, par contre, le prix va significativement augmenter. En revanche, cette augmentation de prix, elle mène à des émissions qui vont être à peu près de 1050 millions de tonnes de CO2 pour la 6e période de conformité. Et si on voulait atteindre les objectifs pour 2030, on devrait avoir 776 millions de tonnes de CO2, donc ce qui serait à peu près ici. Et donc, on voit qu'on est en train de complètement exploser les objectifs climatiques. Donc, finalement, on se retrouve dans la situation paradoxale où chaque entité satisfait les exigences du marché, c'est-à-dire qu'elle trouve un droit d'émission pour couvrir chaque tonne de CO2 qu'elle émet, mais le marché ne permet pas d'atteindre les objectifs climatiques. Donc, si on revient à notre graphique de tout à l'heure, cette situation de surallocation, on la voit bien ici. En fait, si on regarde ce qui s'est passé jusqu'en 2021, on remarque que les émissions couvertes étaient bien en dessous des plafonds qui ont été fixés par les gouvernements, c'est-à-dire du nombre de droits d'émission qui a été rendu disponible par les gouvernements. Et en fait, cette situation, elle a laissé tout le loisir aux entités couvertes d'accumuler plein de droits d'émission, ce qui vont leur permettre de couvrir leurs émissions une fois que les plafonds auront diminué. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une telle situation? Est-ce que c'est parce que les plafonds sont trop hauts? Donc, s'ils avaient été plus proches des émissions couvertes, alors les entités, elles auraient peut-être accumulé moins de droits d'émission et elles seraient plus contraintes par la suite. Est-ce que c'est parce que la couverture elle n'est pas assez importante? Donc, de la même manière, on réduit l'écart entre la couverture et les plafonds. Est-ce que c'est à cause de
l'accord de crédit compensatoire, puisque dans ces plafonds, on n'inclut pas les crédits compensatoires. Les crédits compensatoires, ils viennent se rajouter à l'offre théorique des gouvernements. Et enfin, une dernière hypothèse qu'on a fait, c'est est-ce que c'est à cause de la baisse des émissions qu'on a vue en 2020 à cause de la pandémie? Donc, cette baisse des émissions, elle aurait permis aux entreprises d'accumuler encore plus de droits d'émission. Et est-ce que c'est à cause de ça qu'on se retrouve dans une situation de surallocation aujourd'hui et juste en 2030? Donc, un deuxième scénario qu'on a fait, du coup, pour voir comment est-ce qu'on pouvait réduire l'écart entre l'offre et la demande en 2030. Donc, la première chose qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui se passerait si on augmentait la couverture. Parce qu'il faut savoir que si on regarde la couverture historique, c'est-à-dire si on fait le rapport entre le nombre de droits d'émission qui ont été remis historiquement et si on compare ce nombre aux émissions totales des deux juridictions, on se rend compte que la couverture elle est de 72% pour le Québec et de 75,5% pour la Californie. Or, si on se réfère aux chiffres officiels, on est plutôt autour de 78% de couverture pour le Québec et 80% pour la Californie, sachant que jusqu'en 2020, la Banque mondiale disait même que ce taux de couverture il était à 85%. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qui se passerait si, à partir de 2021, la couverture elle était vraiment de 78 et 80%. Donc, ce qui se passe, c'est que la fonction de demande, elle va augmenter de manière significative. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours une situation de surallocation pour la 4e et 5e période de conformité. En revanche, pour la 6e période de conformité, on n'a plus de situation de surallocation puisque tous les droits d'émission ont été vendus et le prix arrive au prix plafond et on arrive à la vente illimitée de droits d'émission par le gouvernement de la Californie. Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle, sauf que finalement, quand on regarde les émissions totales pour la 6e période de conformité, on se rend compte qu'on est encore bien au-delà des objectifs qui ont été fixés pour 2030. Donc, finalement, ce n'est pas une solution adéquate. Donc, un troisième scénario qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui se passerait si on supprimait les crédits compensatoires. Donc, si finalement, on revenait à l'offre théorique des gouvernements qui a été fixée par les plafonds. Et donc, une fois encore, ce qu'on remarque, c'est qu'on sera encore dans une situation de surallocation, puisqu'il y aura encore des droits d'émission qui seront dans les mains du gouvernement. Et même si le prix augmente de manière significative, puisqu'il arrivera autour des $85 la tonne de CO2, finalement, on sera toujours largement au-dessus des objectifs climatiques en termes d'émissions. Donc, finalement, pour un marché qui est censé être un des outils principaux des gouvernements pour réduire les émissions, on se rend compte que pour le moment, il ne remplit pas vraiment les ambitions qu'on avait pour lui. Donc, pour terminer cette présentation, donc, au cours de nos recherches, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le marché, on le savait déjà qu'il était suralloué jusqu'en 2021, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il le serait sûrement encore jusqu'en 2030. Et donc, il ne permettrait pas d'atteindre les objectifs climatiques qui ont été fixés par le gouvernement de la Californie et par le gouvernement du Québec, bien que les exigences du marché soient satisfaites. Et cette situation, elle se réalise dans tous les cas de figure qu'on a étudiés. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais aussi de qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas eu cette baisse d'émissions en 2020. Eh bien, on se serait retrouvé à nouveau dans la même situation, encore de surallocation. Et donc, pour finir cette présentation sur une note peut-être un peu plus optimiste, même si les solutions auxquelles on s'est intéressé, elles paraissent ne pas délivrer les espoirs qu'on avait pour elles, une solution peut-être pour cette situation de surallocation, ce serait d'additionner et de rendre ces solutions complémentaires. C'est-à-dire qu'on pourrait à la fois diminuer les plafonds, à la fois limiter l'accord de crédit compensatoire, c'est-à-dire rendre plus strict les règles pour accorder des crédits compensatoires aux entreprises. On pourrait aussi augmenter la couverture, c'est-à-dire inclure des sous-secteurs dans le marché qui n'étaient pas inclus auparavant, comme le secteur du transport, de l'agriculture et des déchets, et surtout supprimer la vente illimitée d'unités au prix plafond par le gouvernement de la Californie, puisque finalement, il permet aux entreprises d'acquérir
le nombre de droits dont elles ont besoin tant qu'elles payent chaque droit d'émission au prix plafond. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-Olivier pour répondre éventuellement à vos questions. Merci Noémie. J'allais dire très intéressant, mais étant co-auteur, je dois réserver mon jugement. Merci Paul. On a plusieurs questions. Je vais donc passer à ces questions-là et je vais alterner. On va commencer par des questions pour Paul. Paul, il y en a eu plusieurs pour vous. Je pense que vous avez répondu à certaines des questions qui ont été posées. Mais peut-être de façon plus claire, il y a Olivier Duluth qui demande quel est l'échéancier prévu pour l'adoption des AFC au Canada. Attendons-nous que les principaux partenaires commerciaux du Canada aillent de l'avant pour adopter un AFC au Canada? Donc peut-être clarifier sur ce que vous pouvez dire là-dessus. Et alors sur l'échéancier, je ne peux pas me prononcer. Ça, c'est sous le ressort du gouvernement et les décisions du cabinet et des ministres. Est-ce qu'on attend nécessairement les autres juridictions? Je dirais que non. Cependant, il est clair que l'Union européenne a une longueur d'avance. Ils ont déjà l'équivalent d'un projet de loi qui fait son cours dans le Conseil d'Europe et dans le Parlement européen. Et alors, la question, j'imagine, se pose un peu plus envers les États-Unis. J'ai mentionné qu'ils ont des projets de loi déposés par un sénateur et un représentant. Ça n'a pas bougé depuis juillet. Les entreprises nous ont parlé de coordination avec les États-Unis. Je donne des éléments de réflexion parce qu'évidemment, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais oui, il y aurait logiquement un bénéfice à coordonner avec les États-Unis, par exemple. Mais est-ce qu'on attend nécessairement? Je dirais que non. En fait, je vais faire quelques questions sur les AFC pour les fins de la discussion. On va revenir au SPED québécois. Une question de Martine Schedler. Quels sont les pays les plus farouchement opposés aux AFC? Vous l'avez mentionné, Paul, à un moment donné. C'est principalement les économies émergentes. Je vais mentionner quelques pays. Ce n'est pas la position du gouvernement. On se base sur les déclarations qu'ils ont faites et ce n'est pas nécessairement une opposition. Si j'ai dit ça auparavant, j'aimerais me réviser. C'est des inquiétudes face aux AFC. Et ces pays-là, notamment, ça inclut la Chine, l'Inde, le Brésil. Alors, justement, c'est encore sous ce concept de responsabilité commune, mais différenciée. Et ces pays-là peuvent trouver que les AFC vont au-delà des outils sur lesquels les pays se sont entendus. On a désolé du terme anglais, là, nos National Determined Contributions. On respecte ça, mais d'aller au-delà et imposer d'autres outils qui n'ont pas fait d'affaires d'un accord international, ils peuvent trouver que c'est problématique. Alors oui, les économies émergentes, entre autres, ont des inquiétudes et pour conclure rapidement, c'est parce que leur production dans certains secteurs sont à plus forte intensité, notamment à cause de l'utilisation du charbon. On pense à l'acier chinois, par exemple, versus l'acier canadien ou l'aluminium russe ou chinois versus l'aluminium canadien. C'est des considérations pratiques aussi qui en sont inquiets au niveau de l'AFC. Encore une question pour vous, Paul. Pour les rabais à l'exportation, à qui va le rabais s'il y a des intermédiaires pour la vente d'un produit couvert par un AFC? Est-ce que ce rabais se rend jusqu'au producteur primaire ou il reste au niveau de l'intermédiaire? Ou c'est une question intéressante, mais peut-être un peu technique. Oui, alors je vais répondre d'un point de vue personnel. Ce n'est pas la position du gouvernement du Canada parce qu'on étudie la question, mais oui, logiquement, le rabais devrait aller aux producteurs parce que c'est les producteurs qui payent les coûts face à la tarification. Et alors, sur le comment, je ne peux pas me prononcer, mais oui, d'un point de vue conceptuel, les rabais iraient aux producteurs. C'est eux qui encourent les coûts. Une question de Laurie Durel. Pouvez-vous préciser, Monsieur Huynh, dans quels forums internationaux ont lieu les discussions concernant la manière de déterminer le prix carbone et la méthodologie et les discussions entourant le prix plancher international pour les GES? Et alors, notamment au G7, alors comme j'ai mentionné le 24 février, les leaders du G7
ont parlé de travailler et étudier un club climatique qui commencerait au G7, mais qui viserait à inclure des pays au-delà du G7. Parce qu'évidemment, la lutte au changement climatique ne peut pas se limiter au G7 lorsqu'il y a des grands émetteurs qui sont en dehors du G7. Le prix plancher du carbone est discuté. C'est une proposition du FMI. Il n'y a pas encore de pays qui a officiellement dit qu'elle endossait le prix plancher du carbone. La position du Canada, c'est la position que le premier ministre a mentionnée en marge de la conférence des partis 26, du COP 26, c'est que le Canada, on encourage une adoption plus élargie de la tarification du carbone sans prescrire nécessairement un prix. Et alors, on veut augmenter la couverture du carbone, mais on réalise que justement établir un prix plancher est un défi en soi. Alors, c'est plus une proposition du FMI en ce moment qui n'est pas encore endossée par un pays spécifique. Merci. Une question qui va nous permettre de faire la transition entre les deux sujets. C'est une question similaire de Olivier Dulude et de François Boucher. Ne croyez-vous pas que l'utilisation d'AFC pourrait permettre d'éliminer le besoin de recourir aux allocations gratuites qui sont données, par exemple, dans le SPEDE pour protéger la compétitivité des entreprises? Est-ce que ce serait une manière justement de... alors oui, théoriquement. Voilà, alors théoriquement, oui. En pratique, oui. Je décrivais le choix que l'Europe a fait sur le développement de son mécanisme de remplacer. Comme je disais lors de ma présentation, ici au Canada, c'est en considération, c'est-à-dire est-ce que c'est une mesure complémentaire de remplacement? J'ai décrit les points de vue des entreprises qui, évidemment, veulent conserver ces acquis-là. Il y a la position des provinces aussi. On a un système fédéral avec une flexibilité. Alors, on n'a pas pris de décision à ce niveau-là. Mais oui, c'est un choix binaire, à savoir si les AFC remplacent complètement les mesures existantes ou complémentent ces mesures-là. On n'a pas encore fait le choix. L'Europe a fait son choix dans son design du mécanisme d'ajustement. Merci. On va passer à une ou deux questions sur le SPED. Une première de Charles Séguin concernant la limitation des crédits compensatoires. Considérez-vous que ces crédits n'amènent pas de véritable réduction? Noémie, si tu sens une réponse, sinon j'y vais. Comme tu veux. Enfin, j'allais dire que les crédits compensatoires, ils sont accordés quand il y a eu des réductions qui ont été faites ailleurs que dans le marché du carbone. Donc, c'est-à-dire que ces réductions, elles sont réelles, elles sont chiffrées, mais juste elles n'arrivent pas dans le marché du carbone californien et québécois. Donc, du coup, en fait, mettons si une entreprise, elle réussit à réduire de 50 millions de tonnes ses émissions ailleurs, on va lui donner 50 millions de droits d'émission, ça fait peut-être beaucoup, mais bon, 50 millions de droits d'émission de crédits compensatoires qu'elle va pouvoir ensuite soit échanger avec d'autres entités ou les remettre pour conformité pour couvrir les émissions, par contre, qu'elle fait sur le marché du carbone. Quand même une précision, tu as décrit les crédits compensatoires qui sont en général qui correspondent au marché européen, qui sont effectivement essentiellement internationaux. Mais dans le WCI, les crédits compensatoires sont pour la grande majorité, sont des crédits associés à des projets qui ont lieu au Québec ou en Californie, dans certains cas dans d'autres États américains, mais il y a très peu de protocoles qui permettent d'avoir des crédits compensatoires en dehors du territoire californien et québécois. Donc, l'essentiel des réductions dans les crédits compensatoires sont liés à des réductions au Québec ou en Californie. Mais ça donne un droit pour le marché du carbone. Ça a un effet effectivement de surélever le plafond, puisque ça crée une nouvelle source de droits d'émission. Et comme c'est sur le territoire du Québec ou de la Californie, c'est des réductions qu'il aurait fallu faire de toute façon pour atteindre les cibles globales de réduction. Mais on fait compter des réductions dans des secteurs non couverts, essentiellement agriculture
foresterie ou déchets, ou dans d'autres certains gaz de réfrigération qui peuvent être détruits, qui donnent des crédits compensatoires. Eh bien, c'est des réductions qu'il aurait fallu faire. On les fait compter comme des réductions dans le marché du carbone, mais c'est une réduction réelle, mais qui ne compte finalement qui ne peut compter qu'une fois, et donc ça pose problème globalement pour la réduction globale. Pascal Geneviève a une question. Comment votre analyse de surallocation intègre l'augmentation récente du prix de vente finale aux enchères qui est de 29,15 $? Vas-y, si tu veux, Pierre-Olivier, je te laisse répondre. D'accord. Et ça, il y a aussi une question dans le chat de Simon David. Votre estimation, non, c'est pas, non, c'est une autre question en fait, pardon. Mais sur effectivement, dans les récentes enchères, on a eu une augmentation des prix, comme Pascal Geneviève le mentionne, qui serait essentiellement lié à l'arrivée de joueurs financiers, de spéculateurs, qui sont donc des acheteurs de droits d'émission, mais qui ne sont pas assujettis au système. Par exemple, moi-même, à titre personnel, j'ai été participer aux enchères pour acheter des droits d'émission et des institutions financières le font aussi dans l'objectif de revendre ces droits d'émission à d'autres dans le futur, ou alors de les retirer pour en quelque sorte abaisser les plafonds en achetant les droits, et s'ils n'ont pas l'intention de les utiliser ou de les revendre, eh bien ça peut baisser, ça a l'impact de faire baisser le plafond. Donc l'augmentation des prix qu'on a observé, c'est essentiellement un afflux de joueurs financiers, de spéculateurs sur le marché. Et un signe de ça, c'est que si on regarde aux dernières enchères de février, les droits d'émission futurs qui ont été vendus aux enchères se sont vendus à un prix inférieur au prix plancher. On n'a pas aux enchères Californie-Québec, les droits d'émission pour 2025 n'ont pas été entièrement vendus. Et donc, ceux qui se sont vendus au prix plancher. Et donc, on est revenu à des niveaux d'émission, des niveaux de vente qui sont inférieurs et qui tendent à montrer qu'effectivement, il y a surallocation puisque les droits futurs, ils ne sont pas autant prisés qu'on aurait pu le croire si la pénurie allait survenir bientôt. Il est midi. Je vais vous remercier tous pour votre participation et vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Huynh, de votre présentation. Merci, Noémie, de ta présentation. Les deux présentations vont être mises sur le site web de la chaire, et ainsi que notre cahier l'article qui sous-tend la présentation de Noémie va aussi être mis sur le site de la chaire, et vous pourrez consulter tous les détails de notre étude. Alors, merci beaucoup et à très bientôt pour un autre webinaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.